Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire, un spécial ce matin avec un récipiendaire de la Bourse Réal d'Écosse. Donc, mon nom est Isabelle Charon, je suis la chef de l'équipe transfert de connaissances et formation chez Uranus. Je suis aussi la présidente du comité d'évaluation de la Bourse Réal d'Écosse. Donc, bienvenue à ce webinaire ce matin. Pour rappel, la Bourse Réal d'Écosse c'est un partenariat avec les fonds de recherche du Québec. Elle a été créée en hommage au premier directeur général d'Uranos, qui incarne vraiment son engagement envers la relève en recherche en changement climatique, en adaptation au Québec. Donc, la bourse vise à stimuler la recherche chez nos jeunes étudiants du troisième cycle, dont les étudiants au doctorat. Dans les universités au Québec, on travaille à donner des bourses aux étudiants qui font de la climatologie, qui travaillent en climatologie, en recherche appliquée en sciences du climat, en adaptation au changement climatique aussi. Donc, on donne 2 bourses annuellement aux étudiants de troisième cycle. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un récipiendaire de cette bourse, Jérémy Boudreau. Donc, Jérémy est un étudiant en recherche au doctorat en sciences des données et santé environnementale au centre Eau, Terre, Environnement de l'Institut national de recherche scientifique, donc l'INRS. Les recherches de Jérémy portent sur la modélisation des impacts sanitaires, économiques et environnementaux des aléas climatiques comme les chaleurs extrêmes et les inondations. À cette fin, Jérémy utilise des modèles statistiques novateurs et des approches d'intelligence artificielle. Donc, ces travaux sont financés en partie par la Bourse Réal d'Écosse, mais aussi d'autres bourses. Vous allez voir, ces recherches sont très, très, très intéressantes. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'être ici avec nous. Je vais laisser les gens en ligne. On coupe les micros. Vous avez la chance de poser vos questions dans le chat. On va y revenir à la fin du webinaire. Les gens dans la salle, vous le savez, vous avez la chance de poser vos questions aussi à la fin de vive voix à Jérémy. Donc, sans plus tarder, Jérémy, je te donne la parole pour ce premier webinaire ce matin. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, bonjour à tous, à toutes. Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler de ces travaux de doctorat qui ont été initiés en 2021 et notamment financés par le consortium Uranos sur la chaleur extrême au Québec, le fardeau sanitaire et économique, autant actuel que futur. Donc, les travaux ont été menés en collaboration avec Éric Lavigne de Santé Canada et de l'Université d'Ottawa, Céline Campagna de Uranos et de l'Université Laval et Fatih Chebana à l'INRS. Donc, les objectifs d'apprentissage pour aujourd'hui, c'est d'abord de développer le modèle biostatistique, ou je devrais dire les modèles, pour analyser les effets sanitaires d'un aléa climatique sur la santé. Ici, on va s'intéresser plus particulièrement à la chaleur extrême, mais les modèles seraient aussi applicables à d'autres aléas, par exemple le froid ou les précipitations. Ensuite, on va combiner ce modèle-là à des projections climatiques régionales. Comme on est dans un webinaire Uranus, je ne pouvais pas parler de projections climatiques afin de prévoir le fardeau sanitaire futur qui nous attend au Québec. Et la troisième partie va se concentrer aux impacts économiques, donc de convertir le fardeau en coût sanitaire afin de développer un argumentaire économique pour la lutte au changement climatique. Donc, je vais déjà scooper ma présentation avec les messages clés. Donc, je pense que c'est une bonne façon de faire. Déjà, vous donner la conclusion. Comme ça, ceux qui veulent partir peuvent déjà partir après cette slide. Donc, en général, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que la chaleur a des impacts importants sur la mortalité ainsi que sur la morbidité dans l'ensemble des régions du Québec. C'est pas nouveau, mais on est venu le confirmer dans notre étude. Lorsqu'on regarde les coûts totaux de la chaleur, c'est de l'ordre de plusieurs milliards de dollars chaque année dans l'ensemble du Québec. Lorsqu'on regarde les impacts futurs, donc dans une période 2050, les impacts à la fois sanitaires et économiques sont appelés à se multiplier par 3 fois selon un scénario plus modéré et jusqu'à 5 fois avec un scénario plus pessimiste. Donc, on va détailler aujourd'hui comment on est arrivé à ces 3 grandes conclusions-là. Donc, beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits là, dans les 3 dernières années de mon doctorat. Donc, le plan de la présentation, c'est d'abord de vous donner un petit contexte sur les impacts économiques de la chaleur au Québec et à l'international.
Ensuite, de présenter quelques travaux préliminaires qui ont mené à cette étude sur les coûts de santé de la chaleur, présenter la méthodologie générale. Ensuite, on va parler de deux parties, donc une première partie sur le développement de modèles et une seconde sur le fardeau sanitaire. Et finalement, la deuxième partie sur le fardeau économique, à la fois historique et futur. Et je vais conclure avec une ouverture sur les prochaines étapes pour ce projet. Donc, le contexte, bien, vous devez probablement savoir que la chaleur extrême a des impacts importants sur la santé. On s'intéresse dans la littérature à ces impacts-là depuis à peu près les 20-25 dernières années, notamment lorsqu'il y a eu la vague de chaleur d'Europe de 2003, qui a causé en seulement quelques jours 15 000 décès dans l'ensemble de la France et 70 000 en Europe. Au Québec, on n'est pas en reste. On a été touché là, par deux vagues d'importance dans les 15 dernières années, notamment en 2010 avec 280 décès et en 2018 avec 210 décès. Et malgré toutes les mesures d'adaptation qui ont été mises en place, là, on a eu aussi d'autres vagues d'importance en 2020, 2021 et 2024. Et au niveau canadien, ben, il faut se rappeler, là, il y a quelques années, le dôme de chaleur de Colombie-Britannique, où les records de température ont atteint près de 50 degrés Celsius. Là, donc, pour un pays nordique comme le Canada, c'est assez surprenant. Le dôme qui a duré là, à peu près une semaine a causé près de 700 décès, et ce qui en fait malheureusement l'événement météorologique le plus meurtrier de l'histoire du Canada. Donc, ce ne sont pas les inondations ni les tempêtes ou les ouragans qui causent le plus de décès au Canada, c'est malheureusement les événements de chaleur extrême. Donc, on a commencé le projet de doctorat avec une revue de littérature qui a été effectuée en 2022. C'était pas une revue systématique, là, mais c'était quand même une revue exhaustive des études qui existaient dans la littérature. On a recensé 17 études sur les coûts de santé de la chaleur au niveau historique, c'est-à-dire sur des événements passés ou sur des périodes passées, et 16 études qui faisaient des projections de ces coûts-là en contexte de changement climatique. Donc, en général, une trentaine d'études, ce qui montre que le domaine est quand même sous-étudié, surtout quand on considère qu'on a aussi ajouté les études de la littérature grise, donc des rapports de recherche, etc. On a fait une activité de transfert de connaissances là, avec un article de vulgarisation de cette revue de littérature-là dans le site de Conversation, où on parlait de l'importance de quantifier les coûts des canicules. Donc, un article vraiment grand public. Donc, je vous invite à le consulter si vous voulez avoir les grandes lignes de notre revue de littérature. En gros, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'études sur les coûts de la chaleur, autant au Québec qu'à l'international. Lorsqu'on regardait les études historiques, c'était surtout des études qui portaient sur une seule vague de chaleur, donc que ce soit une vague qui a eu lieu aux États-Unis, en Europe ou en Australie. Donc, on n'avait évidemment pas le portrait global des effets de la chaleur sur une plus longue période historique que seulement un événement extrême. Et lorsqu'on regardait les projections, les études de projection, ben, c'était souvent des projections des coûts associés, par exemple, aux coûts de chaleur ou aux admissions à l'urgence. Encore une fois, ce qui apportait une sous-estimation des coûts totaux de la chaleur. Donc, on a voulu venir un petit peu corriger ces deux lacunes-là en faisant une étude exhaustive sur les impacts de la chaleur au Québec dans une période historique, mais aussi projeter ces impacts-là dans une période future. On a aussi regardé là, avec intérêt les différents rapports qui avaient été publiés au Québec comme au Canada. Donc, en 2010, le premier rapport était celui de la table ronde nationale sur l'économie et l'environnement. Il y avait des projections de coûts liés à la chaleur pour la mortalité pour les 4 plus grandes villes canadiennes, incluant Montréal. Donc, c'était somme toute assez intéressant d'avoir déjà une estimation des coûts, mais c'était seulement la mortalité et c'était seulement Montréal. Donc, on n'avait pas d'autres données sur le Québec. Ensuite, le rapport de 2015 de Ouranos qui détaillait les coûts de la chaleur pour l'ensemble du Québec jusqu'en 2065, incluant la mortalité, les accidents de travail et les équipes d'urgence lors des vagues de chaleur. Donc, il y avait beaucoup d'informations dans ce rapport-là déjà. Peut-être la petite lacune, c'est que les relations statistiques qui avaient été utilisées dataient quand même de 2006. Donc, on voulait mettre à jour ces relations-là avec les données allant jusqu'en 2020 et aussi avec les modèles statistiques là, les plus à jour dans le domaine. Et finalement, il y a aussi un rapport là, canadien en 2021 de l'Institut canadien climatique sur les coûts des changements climatiques sur la santé. C'était un portrait pan-canadien. Malheureusement, il n'y avait pas des données sur l'ensemble des provinces, donc ils ont réutilisé des relations qui avaient été développées en Ontario et ils ont été appliqués là, dans l'ensemble du Canada.
Donc, nous, on voulait vraiment développer des évidences avec des données locales, donc des données qui provenaient vraiment là, du système de santé. Donc, c'est un peu où notre étude vient se positionner. Donc, avant de faire cette étude-là dans le cadre du doctorat, on a fait quelques travaux préliminaires sur vraiment la relation entre la chaleur et la santé. On a fait ça pour deux raisons, notamment, c'était déjà dans le plan de doctorat de faire ça, mais aussi parce qu'on a eu une opportunité de financement avec l'INSPQ. Donc, dans ces travaux préliminaires-là, on est venu vraiment analyser la relation chaleur et santé au Québec avec des modèles d'apprentissage automatique et profond. C'est venu être financé par une bourse d'impact sur le système de santé des IRSC, donc des Instituts de recherche en santé du Canada. C'est vraiment une bourse qui permet à un étudiant de doctorat ou de postdoctorat de faire un stage de 1 an chez un partenaire de santé pour répondre à une problématique concrète. La problématique dans ce cas-ci, c'était l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé publique, donc c'était très, très large. Nous, on a proposé un projet plus spécifique aux relations entre la chaleur et la santé et ça a été financé notamment par les IRSC et par l'INSPQ. Donc, je vais présenter vraiment rapidement les grandes lignes de ce projet-là qui nous ont quand même donné beaucoup d'informations pour ensuite faire notre quantification économique et du fardeau sanitaire de la chaleur. Donc, dans une première partie de ce projet, on s'est vraiment intéressé là, à la ville, à la région en fait de Montréal et on s'est intéressé à la mortalité parce que comme on l'a vu en introduction, la mortalité est beaucoup affectée par les vagues de chaleur. Donc, en général, qu'est-ce qu'on tentait de faire? C'est vraiment de modéliser la relation entre la mortalité quotidienne durant l'été et en fonction finalement de variables liées à la température ressentie, par exemple la température moyenne quotidienne, l'humidité relative, la vitesse du vent, donc vraiment des indicateurs qui peuvent être liés à une température ressentie, mais aussi différentes variables de pollution de l'air comme l'ozone et les particules fines, sachant qu'il peut y avoir des effets synergétiques entre ces deux variables-là lors des canicules et par exemple des feux de forêt. Pour cette application, on a utilisé 9 modèles d'apprentissage automatique et profond et aussi statistique, donc des modèles d'arbre de décision, de forêt aléatoire, de gradient boosting, aussi des modèles de réseau de neurones, notamment des modèles récurrents de type LSTM, beaucoup utilisés en hydrologie, et des modèles statistiques linéaires et non linéaires. Je ne vais pas présenter la majorité des résultats, donc ils sont disponibles dans l'article en référence, mais en général, tous les modèles s'entendaient pour dire que la température au même jour que la mortalité, ainsi que sur les 3 journées précédentes, était très importante, était la variable la plus importante pour modéliser la mortalité à Montréal, en plus de la variable de pollution de NO2, donc c'était quand même surprenant parce qu'on s'attendait plus à l'ozone ou aux particules fines, et aussi l'humidité relative. Au niveau de la performance des modèles, on a été surpris de voir que les modèles statistiques non linéaires faisaient quand même un bon travail pour modéliser la mortalité pendant les pics de chaleur, notamment ceux de 2010 et de 2018. Ici, c'est les résultats du modèle GAM, mais on a ça pour les 9 modèles qui ont été testés. Et on voyait vraiment que surtout sur la vague de 2018, là, qui était une vague de chaleur qui était hors échantillon, donc qui n'a pas été utilisée pour l'entraînement, les modèles statistiques non linéaires faisaient quand même un bon travail. Donc, ça nous a quand même conforté parce qu'on veut réutiliser ces modèles-là pour la quantification du fardeau sanitaire à la suite. Donc, ça, c'était comme un peu notre première application à Montréal. On l'a étendu pour les régions de Montréal, mais aussi de Québec. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu ajouter beaucoup plus de prédicteurs que ce qui avait été testé dans la première étude. Donc, on a testé, oui, la température moyenne quotidienne, mais aussi la température maximale, la température minimale, comme une température plus de la nuit. Des indices comme l'humidex ou le point de rosée, des changements de température aussi, comme la différence entre le jour et la nuit ou sur plusieurs jours, différentes variables météorologiques et toujours nos variables de pollution de l'air. On est venu choisir un nombre restreint de modèles statistiques non linéaires, modèles apprentissage automatique, donc Random Forest, Gradient Boosting, et encore une fois, nos modèles de réseau de neurones. Ici, ce qu'on a montré encore une fois, c'est que un modèle GAM, donc un modèle statistique non linéaire, avec la température moyenne, performait mieux ou similairement que les autres modèles, autant pour Québec que pour Montréal. Donc, à droite, on voit les résultats pour Montréal. On voit tous les modèles qui ont été testés avec différents groupes de prédicteurs. Les couleurs représentent les différents modèles, alors que le texte représente le type de prédicteur qui était testé. Et la croix représente notre meilleur modèle seulement avec la température moyenne. Donc, on voit que autant pour R carré en validation hold-out que pour la diminution de l'erreur absolue moyenne, ce modèle-là semblait quand même mieux performer. Donc, ça montre que pour ce genre d'application-là, les modèles statistiques non linéaires font quand même un assez bon travail.
On a décidé de pousser la machine au maximum, donc on a décidé d'inclure les données de mortalité, mais aussi de morbidité. Donc, quand je parle de morbidité, je parle de visite à l'urgence, je parle de hospitalisation, transport ambulancier, appel à Info Santé. Donc, on a combiné toutes ces données-là et on l'a fait dans l'ensemble des régions socio-sanitaires du Québec. Donc, on avait un modèle avec 15 régions et on tentait de faire des prédictions de la mortalité et de la morbidité estivale dans ces 15 régions-là. Évidemment, on a repris nos variables météorologiques, là, donc les mêmes qui étaient les plus importantes dans les applications 1 et 2, donc température, humidité, changement de température, etc. Différentes variables régionales, parce que là, on a un modèle avec plusieurs régions, donc des indices de défavorisation, de verdissement, d'îlots de chaleur, des indices aussi démographiques pour les différentes régions et aussi des variables temporelles, parce qu'il y a une certaine temporalité dans les indicateurs de mortalité et de morbidité. On a gardé encore une fois les mêmes types d'approches, sauf qu'on a remplacé notre modèle par un modèle lasso pour faire une sélection de variables parce qu'il y avait beaucoup de variables explicatives. Et sinon, toujours les mêmes modèles de fort aléatoire, de gradient boosting et de réseau de neurones. On a trouvé que pour prédire la mortalité lors de la vague de 2018, on voyait que le modèle gradient boosting semblait être le plus performant. Donc, c'est le modèle en rouge qui, comparé à la ligne noire, donc qui est la mortalité observée, c'est ce modèle-là qui semblait faire la meilleure prédiction de la surmortalité, alors que les autres modèles semblaient sous-estimer la mortalité pendant cette vague de chaleur-là. Ça, c'est les résultats pour la mortalité, mais on voyait les mêmes résultats pour les hospitalisations, les visites aux urgences et les transports ambulanciers. En général, les modèles d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond performaient assez bien pour prédire la mortalité et la morbidité dans l'ensemble de l'été. Donc, on avait des très bons R carrés en validation hold-out, donc avec des nouvelles données qui n'avaient pas été vues par les modèles. Par contre, la faiblesse de cette approche-là, c'était que les modèles devenaient très difficiles à expliquer parce que c'était beaucoup de variables avec beaucoup de régions puis avec beaucoup d'indicateurs de santé. Donc, on avait peut-être gagné au niveau de la performance parce que c'est une des études qui montre que les modèles d'apprentissage automatique sont plus performants que le modèle statistique testé. Par contre, au niveau de l'explication, c'était un peu plus difficile. Donc, en conclusion, pour ces travaux préliminaires-là, ça nous a montré quand même des résultats prometteurs de l'apprentissage automatique pour faire de la prévision parce que ces modèles-là, donc, c'est moins bon pour l'explication, mais par contre, pour la prévision, là, notamment la surveillance environnementale, c'est des résultats qui pourraient être très intéressants. Par contre, il y a une diminution de l'explicabilité lorsque le nombre de données augmente. Et qu'est-ce qui était un peu triste, c'était de ne pas pouvoir obtenir de fonctions dose-réponse des modèles d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, ce qui sont des fonctions qui sont nécessaires pour ensuite analyser le fardeau et faire le calcul du fardeau. Donc, pour la suite des travaux, on a décidé d'utiliser des modèles qui sont un peu plus simples, et je mets simple ici entre guillemets parce que vous allez voir que le modèle qu'on utilise est quand même assez complexe finalement, mais au moins ces modèles-là permettent d'avoir une quantification du fardeau attribuable à la chaleur. Donc, c'est pas la fin, on va faire encore des travaux sur l'apprentissage automatique, mais pour ce qui est vraiment plus dans un contexte de prévision, alors que dans un contexte plus d'explication et de calcul du fardeau, on va utiliser les modèles plus de type plus statistique. Au niveau du transfert de connaissances, on a écrit un article dans la section La recherche en santé en action, donc qui vulgarise des travaux de recherche financés par les IRSC, pour discuter de comment nos travaux de recherche pourraient s'appliquer pour améliorer la surveillance de la chaleur, autant au Québec qu'au Canada, donc un article de type grand public. Donc ici, je note rapidement les références qui ont été présentées, donc les parties 1, 2 et 3. Donc maintenant, on va aborder le vif du sujet qui est vraiment la quantification du fardeau sanitaire et économique. On a vu dans les travaux préliminaires que les modèles statistiques semblent quand même faire un bon travail pour modéliser la mortalité et la morbidité. Donc, ça nous a quand même conforté sur le choix de notre modèle qu'on allait utiliser. Et là, on est dans un tout autre domaine. On n'essaie plus de faire des prévisions des impacts. On est vraiment en train de quantifier le fardeau historique et aussi de faire des prévisions dans le futur, mais sur le très, très long terme, donc avec des données de changement climatique. Donc, la méthodologie se déroule en 4 grandes étapes. D'abord, dans une première partie, on va développer nos modèles biostatistiques de la relation entre la chaleur et la santé. Ensuite, on va calculer notre fardeau sanitaire historique. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà observé dans l'ensemble du Québec. Dans une deuxième partie, on va utiliser les projections climatiques pour faire une projection du fardeau sanitaire, donc d'avoir des estimations dans une période future. Et finalement, on va convertir notre fardeau sanitaire autant historique que futur
en fardeau économique. Donc, je vais détailler là, la méthodologie dans les parties 1 et 2. Donc, pour cette première partie-là, on a d'abord utilisé les données de santé qui ont été fournies par l'INSPQ. Les données étaient fournies par régions socio-sanitaires, donc des régions qui ont leur propre direction de santé publique, donc qu'on pense qu'il y a quand même une bonne échelle géographique pour la prise de décision. On a exclu les 3 régions qui étaient le plus au nord par manque de données et aussi par une exposition moins grande à la chaleur. On a travaillé, comme je le disais précédemment, sur 5 issues sanitaires différentes, donc à la fois la mortalité, mais aussi la morbidité, avec des données qui étaient disponibles sur 25 ans pour la mortalité et les hospitalisations, 6 années pour les visites à l'urgence et les transports ambulanciers et 10 années pour les appels à InfoSanté. Tout ça a été fait jusqu'en la fin 2019 parce qu'on avait vu des grands changements dans les données à partir de 2020, étant donné des pics de COVID et des pics de chaleur. Donc, on ne voulait pas que la COVID vienne influencer nos résultats. Donc, on a fait en 2019, en train de faire les travaux pour intégrer les données COVID, donc des années 2020, 2021, 2022, dans nos analyses. Pour ce qui est de l'exposition en termes de chaleur, on utilise les données météorologiques de DEMET, donc qui est un produit de la NASA qui fournit des données quotidiennes à 1 km par 1 km, donc température moyenne, température maximale, température minimale et aussi l'humidité relative. À droite, on voit les données là, pour la région métropolitaine de Montréal pour une journée donnée de température maximale. J'en profite pour dire que c'est des données qui sont produites par la NASA, donc potentiellement impactées par tout ce qui se passe aux États-Unis. Notamment, là, on est en attente des données de l'année passée, donc les données de 2024. Normalement, ce stade-ci sont déjà disponibles, mais je vois qu'il y a déjà des retards dans la production. Donc, on espère que les données vont continuer à être produites parce que c'est des données qu'en santé publique, on utilise parce qu'ils sont à des résolutions spatiales très, très intéressantes pour nous. Ces données-là, on les ramène à une échelle de région socio-sanitaire. Donc, pour ce faire, on pondère chacun des pixels par la population dans chacun des pixels. Donc, ça nous donne une série chronologique de température ou d'humidité pondérée par la population. Donc, vraiment l'exposition des personnes aux températures élevées. Pour ce qui est du modèle qu'on a décidé d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le Distributed Lag Nonlinear Model. C'est un modèle qui a été publié déjà il y a 15 ans, mais qui est beaucoup, beaucoup utilisé dans la littérature. Donc, ce modèle-là, pourquoi il s'appelle Distributed Lag Nonlinear Model? Premièrement, Distributed Lag pour considérer l'exposition aux températures à différents moments avant l'observation de la mortalité ou de la morbidité. Par exemple, les 7 jours précédents, sachant qu'il y a un certain délai entre les impacts et l'observation, et l'effet non linéaire pour discuter que la température n'impacte pas de manière linéaire la mortalité, mais plutôt de manière non linéaire. Depuis le développement du modèle, la première application s'est faite vraiment plus en 2015 dans une étude avec plusieurs villes de plusieurs pays qui attribuait une mortalité aux températures élevées, donc à la chaleur, et aussi aux températures froides. Et là, depuis cette étude-là, il y a eu plein d'applications plutôt régionales. Nous, on n'a pas trouvé d'application de ces modèles-là encore au Québec, donc c'est pourquoi on l'a fait. Et majoritairement, les études s'intéressaient à la mortalité et il n'y avait pas beaucoup d'études qui regardaient aussi différents indicateurs de morbidité comme les hospitalisations, les visites aux urgences. Donc, on a décidé de faire l'ensemble des issues sanitaires dans une seule étude. Donc, le modèle statistique qu'on utilise, comme je l'ai dit, c'est le DLNM. On l'estime pour chacune des régions socio-sanitaires du Québec. Donc, on a 15 régions. Et on l'estime pour chacune des issues sanitaires. Donc, on a 5 issues sanitaires qu'on modélise. Ça, les statisticiens adorent voir les formules. Donc, ça, j'aime toujours ça, mettre une petite formule. Par contre, pour un public plus grand public, j'aime bien détailler la formule mathématique de ce style-là. Donc, beaucoup plus simple à comprendre, où on voit que ce qu'on tente de modéliser, c'est le nombre quotidien de l'issue sanitaire dans la région donnée. On modélise ça en fonction de fonctions bidimensionnelles. Pourquoi bidimensionnelles? Parce qu'on a l'effet du lag, donc l'effet du délai, et on a l'effet non linéaire aussi dans l'autre dimension. Et on a ça en fonction de la température observée, donc par exemple la température moyenne quotidienne, et aussi on contrôle pour l'humidité relative. On a aussi inclus des fonctions dans des analyses de sensibilité pour la pollution de l'air, mais on voyait que ça ne changeait pas vraiment les relations estimées. Donc là, ici, je ne les présente pas, mais on a fait les analyses de sensibilité pour ça aussi.
Le modèle considère aussi les tendances à long terme, donc les tendances plus annuelles, mais aussi saisonnières dans les données de santé. Donc, on sait par exemple qu'il y a une augmentation de la mortalité avec les années, donc le modèle vient ajuster pour ça. Et on ajuste aussi pour des variables du jour de la semaine parce qu'on sait qu'il y a des différences d'utilisation de soins la fin de semaine versus la semaine et aussi pour les jours fériés. Donc, une fois qu'on a estimé ici les 75 modèles, on fait une certaine étape que je ne vais pas détailler dans le cadre de la présentation parce que c'est assez technique. Mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient réduire les fonctions qu'on a obtenues parce qu'on a des fonctions en deux dimensions. Donc, à la fois en fonction du lag et de la température, on vient réduire ça en une dimension, donc pour seulement avoir une fonction dose-réponse, température et effet sur la santé. Et on fait aussi une mise en commun des fonctions là, à l'échelle régionale avec ce qu'on appelle une régression, une méta-régression multivariée, donc c'est-à-dire une régression de régression. Le but de faire ça, c'est simplement de diminuer l'incertitude qu'on a obtenue pour les estimés régionaux et d'avoir finalement des estimés qui sont beaucoup moins incertains à l'échelle lorsqu'on a combiné finalement les résultats. Donc, je vous invite à consulter la référence si vous voulez plus de détails sur cette étape 2 que je passe très rapidement ici. Donc, les résultats qu'on a obtenus, ce qu'on voit, c'est vraiment le risque relatif sur l'axe des Y, c'est-à-dire l'augmentation de la mortalité ou de la morbidité pour différentes valeurs de température moyenne quotidienne sur l'axe des X. Donc, si on a un risque de 1, ça veut dire qu'on n'a pas d'augmentation de la mortalité parce qu'on multiplie par 1. Par contre, si on a un risque, par exemple, de 1,2, ça veut dire qu'on a une augmentation de 20 de la mortalité ou de la morbidité pour cette température-là. Donc, on voit dans cette graphique-là les 75 relations qui ont été estimées et on voit que pour chacune de ces indicateurs de santé, bien, on a des augmentations de la mortalité et de la morbidité lorsque les températures augmentent, avec des différences à la fois régionales, donc selon la région socio-sanitaire, donc qui est représentée par les différentes couleurs, mais aussi en fonction de l'indicateur de santé, donc des augmentations jusqu'à 60, 40 et 60 pour la mortalité, mais jusqu'à 15 et 20 pour les transports ambulanciers. Donc, une fois qu'on a estimé ces fonctions dose-réponse, ça nous permet ensuite de faire le calcul du fardeau sanitaire que je vais détailler ici. Donc, ici, je ramène l'exemple avec une courbe. Donc, parmi les 75 qui ont été développés, on va refaire ce processus-là pour les 75. Donc, ici, c'est vraiment la même chose que j'ai présenté précédemment. Donc, le risque relatif ici, donc qui commence à 1 et qui augmente. Ici, les températures moyennes. La seule chose que j'ai rajoutée, c'est aussi les observations soit de mortalité ou de morbidité pour les différentes températures parce qu'on va en avoir besoin pour le calcul du fardeau. Donc, au début, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on calcule la fraction attribuable. La fraction attribuable, c'est seulement le risque relatif à une température donnée moins 1 divisé par le risque relatif. Donc, s'il y a une température ici de, par exemple, 24 degrés Celsius, on a un risque relatif de environ 1,1, c'est-à-dire que la fraction attribuable va être 1,1 moins 1 divisé par 1,1, donc à peu près 9 Qu'est-ce que veut dire 9 ici? Ça veut dire que pour les journées où la température est de 24 degrés, il y a à peu près 9 des décès ou de la morbidité qui pourraient être attribuables à la chaleur. Donc, à cette température-là de 24. Donc, c'est ce qu'on va venir faire en deuxième étape. Donc, si on va calculer le nombre attribuable, le nombre attribuable, c'est seulement la fraction attribuable à une température donnée, fois le nombre de mortalité ou de morbidité qui a été observé à cette température-là. Donc, lorsqu'on prend le nombre total et on le multiplie ici par à peu près, comme je disais, le 9 on voit qu'on a une petite proportion en rouge qui est attribuable à la chaleur. Donc, évidemment, ce n'est pas tous les décès là, ou toute la morbidité qu'on attribue aux températures élevées. C'est seulement une petite fraction, ce qu'on appelle la fraction attribuable. Finalement, si on veut calculer le fardeau total lié à la chaleur ou aux températures élevées, bien, on va venir sommer les nombres attribuables pour toutes les températures qui dépassent la température de référence, qu'on appelle la TMM, donc la température de mortalité minimum ou la température de morbidité minimum. Donc, c'est la température à laquelle le risque relatif est de 1. Donc, si le risque relatif est de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'augmentation de mortalité ou de morbidité à cette température-là. Si on est à gauche, c'est des températures plus froides, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse quand on parle de chaleur. Par contre, quand on est à droite, c'est vraiment là, les températures chaudes. Donc, c'est ce qu'on veut savoir quand on parle du fardeau de la chaleur au Québec. Donc, on vient sommer les contributions individuelles. On voit que dans les températures pas très chaudes, il n'y a presque pas de contribution. Et plus le risque relatif augmente, plus il y a une certaine contribution de la chaleur sur les décès ou sur la morbidité. Donc, on fait ça pour chacune des régions, pour chacune des issues sanitaires, pour chacune des années.
Ça donne des résultats régionaux, des résultats annuels. J'ai présenté là, ici les moyennes sur l'ensemble du Québec en termes de nombre. Donc, en moyenne, dans les données qu'on avait, on a trouvé 471 décès attribuables à la chaleur annuellement pour l'ensemble du Québec, 226 hospitalisations, 36 000 visites à l'urgence, 7 000 transports ambulanciers et 15 000 appels à InfoSanté. On a aussi calculé les intervalles de confiance parce qu'évidemment, les relations que j'ai présentées ont une certaine incertitude. Donc, on présente aussi les intervalles de confiance, 95% de ces chiffres-là, qui montrent quand même que chacun des résultats est statistiquement significatif. On a aussi calculé là, la fraction totale sur l'ensemble des observations durant l'été. Donc, ce qui veut dire qu'à peu près 2 de la mortalité estivale peut être attribuable à la chaleur, 2,3 2,7 2,3 Donc, la majorité des indicateurs est entre 2 et 3 sauf ici nos hospitalisations qui sont seulement à 0,1 ce qui peut être attribué au fait qu'on travaille sur les hospitalisations toutes causes, qui inclut aussi des hospitalisations planifiées, donc qui n'ont pas nécessairement de lien avec la météo. Ça donne somme toute quand même 226 hospitalisations, mais seulement 0,1 Donc, on va aller probablement détailler ça avec des hospitalisations de causes spécifiques dans des travaux futurs. Sinon, le 2 à 3 c'est assez cohérent avec ce qu'on voit dans les études internationales. Donc, en conclusion, dans cette première étude-là, on a pu détailler le fardeau sanitaire qui est comme somme toute assez important tout au long de l'été au Québec avec des chiffres à peu près de 2 à 3 pour l'ensemble des indicateurs, sauf celle d'hospitalisation toute cause. Et on a travaillé en transfert de connaissances avec l'INSPQ pour que ces résultats-là soient intégrés dans les bilans chaleur qu'eux produisent annuellement. Donc, eux, normalement, s'intéressent aux vagues de chaleur extrême, mais on a travaillé avec eux pour intégrer les résultats de mortalité attribuable à la chaleur. Donc, je peux vous annoncer en primaire que le prochain rapport de l'INSPQ qui va être publié dans les prochaines semaines intégrera aussi les mortalités attribuables à la chaleur pour la période 2010 à 2024. Donc, un autre indicateur qui donne un portrait un peu différent de seulement les décès pendant les vagues de chaleur. On a aussi collaboré à un reportage grand public dans l'émission Découverte sur les impacts de la chaleur sur la santé, avec notamment des médecins, des urgentologues, des spécialistes de l'adaptation, pour vulgariser encore une fois au grand public là, comment la chaleur pouvait impacter la santé et quelles mesures d'adaptation pouvaient être mises en place. Donc, ces travaux-là ont été publiés dans Environmental Research en 2024, donc l'année dernière. Donc, on a vu dans notre première partie comment développer nos modèles statistiques, comment calculer avec les données historiques le fardeau sanitaire. Maintenant, on essaie de voir un peu dans le futur qu'est-ce qui va se passer avec notre fardeau sanitaire et aussi convertir ce fardeau-là en fardeau économique. Donc, notre méthodologie, ici, les modèles statistiques ont déjà été développés, donc c'est-à-dire on a déjà des relations entre la mortalité et la chaleur, ou plus précisément la température moyenne quotidienne. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir combiner ces modèles-là avec des données de température qui proviennent des scénarios du GIEC. Pour notre part, on utilise les scénarios SSP 245 et SSP 585. Donc, je sais que Uranus recommande le scénario SSP 370, mais comme on ne se rendait pas jusqu'en 2100, on trouvait que le SSP 585 était quand même intéressant, au moins avoir deux scénarios. Qu'est-ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a aussi intégré là, des projections démographiques qui étaient liées à ces scénarios du GIEC. On a finalement, avec les projections, pu calculer un fardeau sanitaire autant dans des données climatiques simulées passées que dans des données simulées futures. Donc, on avait un fardeau sanitaire en termes de nombre de décès, d'hospitalisation, de visites aux urgences, de transport d'ambulance et d'appels à InfoSanté. Et on est venu complémenter ça aussi en calculant le nombre de vagues de chaleur selon les seuils officiels de l'INSPQ et le nombre de personnes affectées par ces vagues de chaleur-là. Vous allez voir, ça va être utile pour calculer notre fardeau économique. Donc, en gros, modèle statistique qui fait la relation entre la santé et la température, scénario du GIEC qui nous donne vraiment des estimations soit en période historique ou en période future. On reprend le fardeau sanitaire qui est calculé et on fait un calcul du fardeau économique. On a séparé notre fardeau économique en trois composantes, donc les coûts directs sur le système de santé, les coûts indirects en termes de perte de productivité et d'absentéisme, et les coûts intangibles qui ne sont pas nécessairement des coûts qui surviennent, mais c'est quand même des impacts sanitaires qu'on doit monétiser.
Donc, les coûts directs sont les coûts de nombre d'hospitalisations et de coûts d'hospitalisation, les coûts de visite aux urgences, d'ambulance et d'appel au 811. Et on a aussi considéré le coût des équipes d'urgence, comme ça avait été fait dans l'étude d'Uranos de 2015. Dans les coûts indirects, c'est la perte de productivité, donc l'absentéisme au travail. Donc, on a considéré la durée des hospitalisations, la durée des visites aux urgences et des appels à InfoSanté multiplié par un salaire horaire pour avoir une perte économique liée à l'absentéisme pour consultation médicale. Et deux composantes de coûts intangibles. Donc, les décès, évidemment, c'est une grande partie de l'impact de la chaleur. Donc, on est venu quantifier ça avec la valeur statistique de la vie humaine. Et on est aussi venu quantifier le nombre de personnes jour affectées par les vagues de chaleur multiplié par la MRAD, qui est le Minor Restricted Activity Day. Donc, c'est une volonté à payer des gens pour ne pas avoir à subir ce genre de journée-là. C'est une métrique qui est beaucoup utilisée pour le smog, mais qui est aussi utilisée là, en France pour les vagues de chaleur extrême. Donc, on vient quantifier qu'est-ce que les personnes sont prêtes à payer pour ne pas avoir à subir ces journées de chaleur extrême-là. Donc, on va utiliser cette grande méthodologie-là. Ça prend beaucoup de données. Je ne reparle pas des données de santé ou des modèles statistiques déjà développés, mais on vient intégrer cette fois-ci des données climatiques. Donc, on a utilisé l'ensemble EPSO G6R2 d'Uranos, donc des données du CIMEPSIS, de modèles globaux du climat de CIMEPSIS qui ont été mises à l'échelle pour l'Amérique du Nord. On utilise vraiment, nous, les données quotidiennes. Donc, on prend les séries chronologiques quotidiennes par région socio-sanitaire. On prend les 15 modèles globaux du climat. Donc, on a enlevé les modèles qui étaient trop chauds dans Synopsis. Et on prend deux SSP. Donc, comme j'avais dit, le SSP 245 et le SSP 585. Et on a fait toutes nos extractions de données là, via la plateforme Pavix. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes de Pavix dans la salle, mais je tiens à les remercier parce que c'est un outil qui est vraiment formidable pour extraire les données climatiques pour nos besoins. Donc ici, je résume vraiment à droite seulement les données sur l'ensemble du Québec, mais je rappelle que les données sont utilisées à l'échelle régionale, donc l'échelle des régions socio-sanitaires. Puis on voit vraiment la différence entre le scénario SSP2 et SSP5. Et comme je l'ai mentionné, notre période, comme elle s'arrête en 2070, on ne voit pas nécessairement une très grande divergence des deux scénarios, bien que le scénario SSP5 est plus chaud. Donc, on n'a pas l'augmentation très grande jusqu'à la fin de la décennie. Un scénario SSP3 7.0 serait plus approprié dans ce cas-ci. On a aussi utilisé des projections démographiques qui sont associées au scénario SSP2 et SSP5. Donc, c'est des données qui ont été produites par Statistique Canada et qui avaient été utilisées dans une étude précédente sur le fardeau de la chaleur sur la mortalité au Canada. Donc, on a pu réutiliser ces données-là qui sont des données qui sont par région socio-sanitaire. Donc, ça considère les changements de population entre les régions et des projections qui sont disponibles jusqu'en 2070. Alors que les projections de l'ISQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux sont disponibles jusqu'en 2040 à peu près. Donc, ça nous permettait vraiment d'aller voir la période 2040 à 2070. Et quand on comparait les projections qui sont faites dans la figure de droite sur l'ensemble du Québec pour le SSP2 et le SSP5, les projections étaient assez similaires à celles du ministère qui étaient à peu près entre les deux scénarios, donc à peu près ici. Donc, on a vraiment un scénario peut-être un peu moins grand d'augmentation de la population du Québec et un peu plus grand avec le SSP5. Finalement, nos données de coûts, donc on a utilisé des sources officielles comme l'Institut canadien d'information en santé, le ministère de la Santé, Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, et on est aussi allé voir s'il n'y avait pas des données intéressantes dans les rapports de 2015 d'Uranos et de 2021 de l'Institut climatique canadien. On est allé chercher tout ce qu'on pouvait chercher et on a résumé ça dans ce tableau qui est présenté dans l'article. Donc, les différentes métriques qu'on avait besoin d'avoir, les coûts centraux, donc c'est-à-dire la valeur moyenne qu'on utilisait, mais on est aussi venu quantifier l'incertitude lorsque c'était possible, donc pour avoir une fourchette de valeur de coûts utilisés, donc pas seulement d'avoir un coût central, mais aussi une incertitude. On a aussi utilisé différentes distributions statistiques. Le but, c'était vraiment de pouvoir quantifier l'incertitude de ces coûts-là, en plus de l'incertitude des modèles climatiques et des modèles statistiques. Donc, pour plus de détails, je vous invite à consulter la référence pour voir vraiment les coûts qui ont été utilisés. Maintenant, on va faire le calcul du fardeau, mais en remplaçant nos données de climat qui ont été observées par des données simulées par EPSO G6. Donc, ça nous permet de recalculer notre fardeau historique en 2000, donc de 1990 à 2020. On a un fardeau qui est similaire à ce qui avait été calculé sur les données réelles observées. Donc, ici, à peu près 420 décès annuellement.
mais ça nous permet aussi de simuler un climat de 2040 à 2070. Donc ici, j'écris 2050, avec une augmentation des décès de 118 %. Donc le nombre passe à 900 décès. Évidemment, c'est un scénario hypothétique, donc on suppose qu'il n'y a pas d'adaptation future à la chaleur. On garde les relations telles que développées dans la période historique. Ça nous donne quand même une estimée de qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les 50 prochaines années. Et finalement, avec une croissance de la population en 2050, bien, ça nous donne une augmentation de 176 pour 1140 décès. Tout ça dans un scénario SSP 245, les résultats sont aussi présentés avec SSP 585, des augmentations évidemment beaucoup plus grandes avec le scénario plus chaud. On a fait ça pour l'ensemble des données, donc toujours en faisant varier le climat et la population. Donc, on voit des augmentations de 200 à 300 pour les admissions à l'urgence, les admissions à l'hôpital et des augmentations de 50 à 100 pour les visites à l'urgence, les transports ambulanciers et les appels à InfoSanté. Donc, on va vraiment réutiliser ces données-là de fardeau estimé pour faire nos calculs de coûts directs, de coûts indirects et de coûts intangibles. Donc, lorsqu'on calcule, on fait ces calculs-là, puis on fait la somme pour le direct, le indirect et le intangible, on voit les coûts actuels. Donc, ça, c'est la barre en noir sur le graphique. Les coûts projetés selon le scénario SSP2, donc un scénario modéré d'émissions. Le scénario SSP2, mais en incluant la croissance démographique en mauve. Finalement, le scénario SSP5, seulement le climat, et le scénario SSP5 de climat et de population en rouge. Donc, les coûts directs, donc vraiment les coûts d'hospitalisation, de visite à l'urgence, donc des coûts pour le ministère de la Santé, étaient estimés à près de 15 millions de dollars annuellement en période historique et vont augmenter jusqu'à 55 millions de dollars avec le scénario le plus pessimiste, donc de projection climatique et démographique. Pour ce qui est des coûts de l'absentéisme, on était dans les ordres de 5 millions de dollars annuellement en période historique et avec des augmentations jusqu'à près de 18 millions de dollars avec le scénario SSP5 climat et population. Finalement, notre majeure partie des coûts était dans la partie intangible. Donc là, on est à l'ordre de milliards de dollars parce qu'on a considéré les pertes de mortalité, donc des pertes intangibles de vie humaine et aussi les pertes de bien-être associées à la chaleur. Donc, on voit ici que les coûts sont de l'ordre de près de 4 milliards de dollars en période historique et les coûts augmentent jusqu'à 17 milliards selon un scénario, encore une fois, de population et de climat SSP5. Et bon, la dernière graphique est majoritairement influencée par les coûts intangibles, mais il faut vraiment faire attention que les coûts intangibles ne sont pas des coûts qui sont nécessairement payés par le ministère de la Santé. Les coûts sont vraiment plus les coûts directs qui sont quand même de l'ordre de dizaines de millions de dollars par année, des coûts qui vont en augmentant avec les réchauffements climatiques et aussi des coûts qu'on peut éviter avec des mesures d'adaptation et d'atténuation. Finalement, dernière slide pour vous montrer l'incertitude reliée à ces différentes estimations-là. Donc, on constate l'incertitude des modèles statistiques qui ont été estimés, l'incertitude au niveau des modèles climatiques, parce que jusqu'à présent, j'ai présenté les médianes des 15 modèles pour l'ensemble de la période, alors qu'ici, on vient vraiment considérer l'incertitude dans les modèles climatiques et aussi l'incertitude au niveau des coûts de santé qui sont utilisés et des différentes métriques économiques. Donc, on voit que l'incertitude est plus faible dans la période historique et que l'incertitude, évidemment, augmente dans les coûts futurs, mais qu'il y a quand même un signal très fort selon le scénario utilisé, selon la projection qui c'est climatique ou non, et comme je le disais, le scénario SSP5 versus SSP2. Donc, en conclusion, pour cette étude, on a vu des coûts sanitaires totaux qui s'élevaient à près de 3,6 milliards de dollars par année, incluant les coûts directs, indirects et intangibles. On a vu que le fardeau sanitaire de la chaleur augmenterait minimalement de 2 à 4 fois en 2050, encore une fois en absence d'autres mesures d'adaptation. Alors que pour les coûts annuels, ceux-ci vont passer à 11 milliards de dollars avec un scénario SSP 245 et jusqu'à 17 milliards selon un scénario SSP 5 en 2050. On a aussi vulgarisé ces travaux-là pour le grand public dans le cadre d'un article en collaboration avec la presse canadienne. Finalement, pour les intéressés de voir des résultats plus en détail, l'article a été publié en début d'année dans le journal Science of the Total Environment. Donc, je vais conclure la présentation rapidement sur les prochaines étapes.
C'est-à-dire qu'on a développé des modèles, des estimés pour les régions socio-sanitaires. On pourrait être intéressé à développer des modèles à plus fine échelle. Donc là, je montre les aires de diffusion agrégées qui offrent une bonne puissance statistique, mais des informations beaucoup plus granulaires, notamment pour mieux prévoir l'adaptation. Donc, c'est le genre de modèle qu'on est déjà en train de développer pour prédire la mortalité et la morbidité liées à la chaleur, et ce qui va nous permettre d'étudier beaucoup plus facilement les populations vulnérables, notamment les populations moins exposées aux espaces verts ou les populations plus défavorisées. Finalement, une autre partie du projet, c'est de s'intéresser aux conditions hivernales parce qu'on a regardé le fardeau de la chaleur. Donc, on sait que la chaleur augmente avec les changements climatiques. Par contre, à l'inverse, il fait moins froid durant l'hiver. Donc, est-ce que l'augmentation de mortalité, de morbidité en été pourrait être compensée par moins de décès, moins d'impact en hiver? C'est quelque chose qu'on va regarder dans le cadre de la suite de ce projet-là qui a été financé pour une durée de 3 ans par les fonds de recherche du Québec. Donc, avec la même équipe de recherche, partenariat avec Ouranos et le ministère aussi de l'Environnement. Et on va aussi analyser les coûts et bénéfices de différentes mesures d'adaptation, ce qui va être très pertinent pour mieux planifier l'adaptation. Donc, je tiens à vous remercier grandement pour votre écoute. Si vous avez des questions, on n'a pas le temps d'y répondre, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Et je tiens finalement à remercier les différents partenaires financiers, donc l'INSPQ, Ouranos, le CRSNG et les IRSC, et aussi l'équipe de Ouranos pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, des chiffres qui frappent vraiment l'imaginaire. Là. Je pense qu'il va y avoir assurément des questions. J'ai vu déjà une question de notre directeur général dans le chat. Je vais peut-être la prendre en premier en laissant les gens dans la salle prendre leur souffle et te poser des questions. Donc, Alain te dit, excellente étude, bravo. Est-ce qu'on peut imaginer l'utilisation de ces outils et analyses afin d'analyser les coûts-bénéfices des différentes familles de stratégies d'adaptation? Donc, est-ce qu'on peut pousser ça vers qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, comment on s'adapte? Oui, je pense qu'Alain n'avait pas vu la fin de la présentation avant, mais c'est exactement ce que je dis dans les prochaines étapes, c'est-à-dire que il y a deux choses. Dans le fond, je pense que déjà les modèles qu'on a développés peuvent nous aider au moins en atténuation, peut-être un peu moins en adaptation, mais avec le même genre d'approche, puis aussi les fonds qu'on a obtenus, ça va nous permettre vraiment de poursuivre. Puis oui, c'est possible. Il n'y a pas beaucoup d'études qui le font encore, mais je pense que nous, on est très confiants que en poussant les modèles qu'on a faits, ça va nous permettre de voir les coûts. Bon, évidemment, il va falloir que des gens nous aident aussi à ce niveau-là de bien quantifier les coûts des mesures. Mais pour les bénéfices, en tout cas, je pense qu'on est très bien outillés pour essayer de les modéliser pour une première fois au Québec et peut-être même aussi à l'international. Excellent, merci. Des questions dans la salle? Diane. Oui, je me demandais sur l'unité relative était revenue dans l'équation de fardeau, puis après, on ne la voit plus dans les analyses. C'est parce que c'est secondaire, c'est la température qui est vraiment importante. Donc, ça remet en question la question de l'index aussi. Fait que je voulais avoir ton opinion. Oui, c'est une super bonne question. En fait, peut-être la réponse en deux volets. Premièrement, oui, l'humidité relative est utilisée dans le modèle, mais dans le fond, c'est utilisé comme une variable covariable ou une variable de contrôle. Donc, on essaie de contrôler l'effet de l'humidité pour isoler l'effet de la température seulement. Donc, une fois qu'on a isolé l'effet de la température, on peut faire nos projections seulement avec la température moyenne. Par contre, une autre chose qu'on a fait, c'est aussi de développer les modèles avec température maximale, température minimale, humidex, point de rosée. Puis, on voyait vraiment pas de changement quand on faisait notre calcul du fardeau d'intégrer, par exemple, un indice humidex versus seulement la température moyenne. Et comme dans les modèles climatiques, il y a des projections d'humidex, mais il n'y a pas des projections d'humidex quotidiens, c'est plus des indicateurs. On était plus à l'aise de prendre les projections directement de température maximale et minimale d'Uranus pour faire ça. Ça serait possible, mais vraiment dans les modèles, puis c'est vraiment un gros débat, c'est un heated debate qui appelle en anglais. Donc, est-ce qu'on doit intégrer l'humidité pour faire ces projections-là? Parce qu'on sait qu'au niveau physiologique, il y a des effets, mais au niveau populationnel, comme c'est des corrélations, l'humidex est très, très corrélé avec la température. Donc, il n'y a pas nécessairement de changement lorsqu'on fait nos projections de considérer l'humidex. Merci. Chris? Oui, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Tu as mentionné rapidement l'adaptation des gens à la chaleur dans le futur. Je ne sais pas si vous avez pensé plus à comment ça pourrait être intégré. Est-ce que nos corps vont plus s'habituer à la chaleur? Est-ce que les seuils vont changer? Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez regarder peut-être des analogues, genre des villes
plus chaude actuellement? Est-ce que les seuils sont plus élevés qu'on pourrait les appliquer dans le futur? Oui, c'est une super bonne question. Merci beaucoup pour soulever ce point-là. En fait, je vais juste revenir sur cette slide-là rapidement pour voir que on a déjà une adaptation régionale des gens aux températures selon leur région. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, pour la mortalité, le seuil à laquelle la température et l'effet est minimal n'est pas le même si on est, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean versus à Laval ou à Montréal. Donc, ça, c'est les courbes plus en rouge versus des régions plus en bleu. Donc, on voit déjà qu'il y a une certaine différence de quelques degrés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Pour ce qui est finalement de l'adaptation dans le futur, pour l'instant, nous, on ne l'a pas considéré, mais c'est des choses qu'on veut faire quand on parle d'ajouter finalement les mesures d'adaptation. Ben, une des mesures d'adaptation, c'est juste l'adaptation naturelle de l'humain aux températures plus élevées. On le voit là, sur des études sur 40 ans que des fois, certaines études trouvent des changements, donc que les gens se sont adaptés aux températures, alors que dans d'autres études, on ne voit pas vraiment de changement. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait considérer, en fait, qu'on va considérer dans le futur. Pour l'instant, on a supposé un statu quo, donc que les gens étaient adaptés aux mêmes températures qu'actuellement, mais on sait que potentiellement, bien, il y a une adaptation naturelle, donc vraiment physiologique, mais il y a aussi une adaptation technologique. Donc, avec plus de mesures, bien, on va probablement avoir des effets moins grands des températures élevées aussi. Fait que pour l'instant, c'est comme nos premières estimations, mais on veut voir en faisant changer ces seuils-là, est-ce que ça va changer grandement nos estimations? OK. Je vois dans le chat que ça s'active. Je vais prendre peut-être une dernière question en ligne. Je vous invite, comme tu l'as dit, Jérémy, les gens sont les bienvenus à t'envoyer un petit coucou, à t'envoyer un courriel s'ils ont d'autres questions. On se demande, est-ce que vous allez regarder les effets, d'autres effets indirects sur la santé, là? Exemple, la santé mentale, les dépendances sur la sécurité alimentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons? Pas de ce point de vue-là. Peut-être vraiment les problèmes de santé mentale liés directement à la chaleur, mais pas, disons, par exemple, l'éco-anxiété ou la sécurité alimentaire. Dans le genre d'approche, on est très, très impact santé, donc vraiment impact direct à la santé. Je sais qu'il y a un autre projet de recherche qui a été financé par l'FRQ qui est peut-être un peu plus général, un peu plus macroéconomique, je pourrais dire, qui vont peut-être pouvoir regarder ça. Nous, on est très, très épidémiologique, donc on regarde vraiment des indicateurs de santé du réseau de santé. Parfait. Merci beaucoup. Dominique, je te laisse poser ta question. Oui, merci. C'était vraiment une belle présentation. Vers la fin, vous avez montré les incertitudes reliées avec vos résultats. Je me demandais, c'est qui le responsable de la majorité des incertitudes? Est-ce que c'était les incertitudes climatiques ou c'était l'incertitude de vos indices? Merci pour la question. J'ai pas regardé l'incertitude était liée à quoi exactement. On n'a pas décomposé l'incertitude du tout. Je sais que il y a plein de points d'incertitude, même dans les modèles climatiques. Il y a différentes sources d'incertitude, notamment la méthode de correction des biais et tout, qui est peut-être pas si importante. Bref, c'est une bonne question. On n'a pas fait de simulation pour le voir de manière différente. Déjà, quand on a soumis avec l'incertitude, c'était assez nouveau, puis on s'est quand même posé beaucoup de questions sur la façon de le faire parce que c'est une simulation qui a été assez longue aussi à faire parce qu'il fallait simuler les relations, simuler l'effet du climat et tout. Donc, ça a quand même été long et tout. Fait que j'ai pas de réponse pour toi, malheureusement, à ce stade-ci, mais je pense que ce serait un bon point à faire pour séparer finalement les différentes sources d'incertitude dans les projections. Ouais, c'est un super bon point. Merci. Je vois une main levée. Je vous laisse, Christin Calix, s'il vous plaît, si vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ça va être notre petite dernière question avant de laisser la place à l'autre webinaire. Oui, bonjour. Merci Jérémy pour votre excellente présentation. J'ai juste une petite question. C'est dans votre modèle, et peut-être est-ce à quel niveau on a pris en compte peut-être les autres fardeaux que de la chaleur? Parfois, je prends une vague de chaleur de 26-28 degrés. Il se pourrait qu'il y ait des cas de mort, mais est-ce que parce que les médecins sont prudents pour dire que c'est la chaleur, à quel niveau peut-être les autres comorbidités ou la réflexion dans le développement de tes modèles? Merci, c'est une excellente présentation. Merci pour la question. En fait, nous, on a utilisé vraiment l'approche de mortalité attribuable à la chaleur. Donc, ça te permet de, sans dire quel cas exactement, c'est une approche populationnelle
Donc qui permet vraiment de attribuer certains nombres. Donc, il y a le seuil, disons, de mortalité minimale, puis ensuite, ça augmente au fur et à mesure que les températures augmentent. Donc, au début, c'est des très faibles pourcentages, donc moins de 1%, puis ensuite, ça augmente jusqu'à 10, 20, 30% de décès attribuables. On n'est pas dans une approche vague de chaleur où on compare les décès dans une vague de chaleur versus une période non vague de chaleur. Peut-être que je pourrais t'envoyer plus d'informations sur la façon exacte, là, parce que j'ai pas été dans les détails vraiment techniques, puis c'est très technique quand même le calcul. Sinon aussi, comme je le disais, on pourra le voir dans le rapport de l'INSPQ qui va sortir dans les prochaines semaines. On essaie quand même de bien vulgariser comment on a fait la distinction entre vague de chaleur et chaleur d'essai attribuable finalement à la chaleur. Excellent. Merci beaucoup, Jérémy. On te remercie encore pour cette belle présentation, vraiment super bien vulgarisée. Merci à ceux en ligne, les gens dans la salle. N'hésitez pas à recontacter Jérémy si vous avez d'autres questions. Restez à l'affût aussi pour la Bourse Réale d'Écosse, une bourse annuelle. Donc, on va ouvrir les candidatures cet été. Généralement, la clôture pour l'acceptation des candidatures, c'est autour du mois d'octobre. Donc, allez jeter un coup d'œil sur cette bourse qui est offerte aux étudiants au doctorat, comme je le répète. Merci. On se revoit, nous, dans 5 minutes pour la prochaine présentation.